Bonsoir et très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette édition de votre journal de la soirée au sommaire de l'actualité. Agir pour l'avenir, annihiler la faim dans le monde d'ici 2030, c'est possible et c'est sous ce slogan qu'a été célébrée ce matin, la journée mondiale de l'agriculture. Le président a reçu le sous-secrétaire des Nations Unies aux affaires politiques ce matin à la présidence. Et dans l'actualité internationale, Cyril Ramaphosa promet d'accélérer le processus de restitution des terres aux Sud-Africains. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Agir pour l'avenir, annihiler la faim dans le monde d'ici 2030, c'est possible. C'est sous ce slogan qu'a été célébrée ce matin la journée mondiale de l'agriculture. Le 16 octobre de chaque année a été décrétée par les Nations Unies journée mondiale de l'agriculture. Elle sert à tirer la sonnette d'alarme sur les négatives conséquences des disparités dans le monde où des gens souffrent de graves maladies en raison de leur obésité alors que d'autres succombent de malnutrition ou de faim. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les statistiques de la faim dans le monde sont en hausse. La FAO exhorte ainsi les pays et les organismes impliqués dans le secteur de l'alimentation et l'agriculture à relancer le combat contre la faim pour atteindre l'un des objectifs de développement durable, soit le numéro 2 des recommandations de l'Organisation des Nations Unies. Cette recommandation évoque la nécessité de parvenir à éliminer la faim dans le monde, soit faim zéro d'ici 2030, plus que de parvenir à nourrir suffisamment tous les habitants de la planète Terre. Il s'agit surtout de mettre un terme au déséquilibre où des populations entières de certaines régions du globe sont soumises aux conséquences des conflits armés, de la désertification, des calamités naturelles dues au changement climatique et autres iniquités du commerce international. Les richesses et moyens de subsistance de certains pays sont pillés par d'autres puissances nanties. La faim conduit au désastre, ce qui menace la stabilité et la paix dans le monde. Pour marquer la journée mondiale de l'alimentation, une grande cérémonie a été organisée ce matin à Douda. Cérémonie placée sous les auspices du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui a rappelé qu'après une période où la production mondiale de denrées alimentaires a enregistré des progrès et a été marquée par une meilleure répartition et distribution, voilà que de nouveau la faim dans le monde est en hausse. À son arrivée, le numéro 1 djiboutien a été chaleureusement accueilli par de nombreux officiels présents sur place. Tous se sont retrouvés pour dire stop à la faim dans le monde et rappeler que 80% des pauvres sur Terre vivent dans les zones rurales où ils dépendent de l'agriculture, de la pêche ou de la sylviculture.
Selon le dernier rapport de la FAO, plus de 820 millions de personnes sont sous-alimentées. Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, la récession et les niveaux de surpoids et d'obésité en hausse rapide inversent les progrès accomplis dans la lutte contre la faim et la malnutrition. C'est ce qu'a indiqué le représentant de la FAO. Monsieur le Président de la République, votre participation à cette journée témoigne de votre volonté engagée à combattre la faim. Vous avez fondé la stratégie de sécurité alimentaire sur l'accroissement de la production agricole nationale pour couvrir dans un avenir proche les besoins alimentaires de tous les citoyens de la République de Djibouti. Cette volonté engagée est clairement exprimée dans la vision 2035. Cette vision, votre vision, j'allais dire, est en ligne droite avec le mandat de la FAO. Et ceci nous réconforte et nous exhorte à... Pour le ministre de la décentralisation, l'objectif Faim Zéro appelle à une transformation de l'économie rurale. Le monde peut redresser la barre et atteindre cet objectif si tous les continents du pays, secteurs et professions unissent leurs forces en s'appuyant sur les résultats et les meilleures pratiques. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la décentralisation, Aramis. Madame et Monsieur le Président, en tant que ministre de la décentralisation, permettez tout d'abord que j'exprime ma satisfaction pour la tenue de cette journée dans la région d'Arta. C'est un symbole fort pour la politique de la décentralisation et bien entendu, j'encourage à l'avenir à ce que des événements similaires soient délocalisés en dehors de la capitale. Je voudrais d'ailleurs saluer ici le formidable travail du terrain accompli par le ministère de l'Agriculture, avec qui mon département collabore beaucoup dans les régions comme avec le ministère des Affaires sociales et l'éducation. Comme vous le savez, notre pays subit des contraintes climatiques fortes qui empêchent la production agricole classique pour atteindre nos objectifs. Ceci dit, l'approche intégrée retenue par le gouvernement qui combine la sécurité économique, la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle est la plus appropriée et porte ses fruits. Il est indéniable aujourd'hui que grâce aux politiques de développement économique, d'accès à la santé, d'accès au logement ou encore d'accès à l'éducation, les ménages djiboutiennes voient leurs conditions d'existence s'améliorer. Madame et Monsieur le Président, notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, c'est de regarder le verre à moitié plein, mais c'est aussi de regarder le verre à moitié vide. C'est d'ailleurs le but de cette journée où on doit réfléchir ensemble et éradiquer complètement la faim et la pauvreté. Nous sommes sur une bonne trajectoire, mais comment faire pour persévérer et pour augmenter la cadence? On doit se poser ce genre de questions et y porter des éléments de réponse. Je voudrais profiter de cette journée pour faire un appel aux investisseurs privés et aux entreprises nationales. Venez aux côtés de l'État investir et développer nos régions, vous ferez de bonnes affaires et vous nous aiderez à atteindre nos objectifs de développement. Je vous remercie de votre attention. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part indiqué que la faim zéro signifie agir ensemble pour garantir que tout ait accès à une alimentation sûre, saine et nutritive. Le cas de Djibouti, un pays aux conditions difficiles, comme la plupart ont dit, nous souffrons de l'écosystème hyper aride, nous souffrons aussi du changement climatique. La conjugaison de tous ces facteurs nous demande de faire preuve d'imagination et je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Le premier proactif en recherche de développement, c'est le président de la République lui-même, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui nous aiguillonne, qui nous soutient pour nous dire que ce n'est pas une malédiction, il faut travailler, ce n'est que par l'innovation technologique, ce n'est que par la recherche et le développement que vous allez résoudre ce problème. En suivant ce chemin, nous avons dit qu'il ne faut jamais baisser les bras et nous sommes parvenus aujourd'hui
au niveau du palmier dattier, ce jardin magnifique aujourd'hui que vous voyez et que vous aurez l'occasion de visiter, c'est presque, je dirais, un parc de loisirs et de récréation pour les enfants. Je dirais, lui, il n'a pas hérité de la recherche, parce que la recherche, elle progresse toujours. Les arbres que vous voyez ici, ce sont les arbres de palmier dattier que nous appelons Monasef, Beledi qu'on appelle au Yémen. Ce sont des dattes qui ont une valeur nutritive assez intéressante, mais au point de vue valeur marchande, ils n'ont rien à voir avec les méjoules dont le prix du marché aujourd'hui est de 30 dollars sur les marchés de Paris et de Londres. En cette journée vraiment de 17 octobre, je voudrais dire ici que nous progressons sur deux pieds. Au niveau de la famine et de la malnutrition, pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, pour les enfants, pour les femmes qui vraiment allaitantes, pour les personnes qui se trouvent au fin fond du pays où il y a un problème de fracture géographique, pour ces deux-là, le président de la République a créé deux ministères principaux. Pour la fracture sociale, le ministère des Affaires sociales est en train de lutter d'arrache-pied pour tous les handicapés, pour tous les vieux, pour tous les enfants mal nourris et qui ont des problèmes. Il y a, je dirais, un fonds spécial pour eux. Ils sont catalogués, leurs chiffres, on les connaît, on progresse de jour en jour. Ils n'auront pas faim, ils auront de quoi manger parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Pour ceux qui sont en milieu rural oubliés et qui sont valides, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est son mandat de les faire sortir de cette malédiction de la famine et de la malnutrition. Et c'est grâce à la recherche-développement que nous allons petit à petit faire progresser pour que chaque personne il ait son petit jardin où il cultive l'agriculture, fertilisation avec l'élevage et avec le poulailler. Je crois qu'on pourra s'en sortir sans aucun problème. Prenons la parole en dernier. Le président de la République a souligné que la journée mondiale de l'alimentation vise à dégager des actions concrètes et mettre l'accent sur les vrais problèmes qui ont annulé les progrès récemment accomplis. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui ici dans ce terroir de Douda pour célébrer comme chaque année, à l'instar des pays du monde, la journée mondiale de l'alimentation sous l'égide de la FAO. Par ce thème Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030 c'est possible, la journée mondiale de l'alimentation vise à déterminer des actions concrètes pour lutter contre la faim et la malnutrition, plus particulièrement en milieu rural. L'élimination de la faim est avant toute autre considération une question éthique, car sauver des vies est une priorité absolue. Pour atteindre cet objectif d'élimination de la faim dans le monde, le défi est donc immense, car au moment où je m'adresse à vous, plus de 821 millions de personnes souffrent de la faim et de la malnutrition. 80% des pauvres dans le monde vivent dans les zones rurales où ils dépendent de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage. Le changement climatique constitue à ce jour la menace principale sur les ressources naturelles et les réserves alimentaires mondiales. C'est pourquoi l'objectif de faim zéro implique indubitablement une transformation de nos modes de consommation et de nos modes de production à l'échelle nationale, régionale et internationale. Conscient des contraintes liées à son climat, notre pays, qui est confronté à une des pluviométries les plus faibles au monde, a opté pour le développement de programmes adaptés à notre écosystème aride, notamment la culture du palmier dattier, l'introduction des caprins de race améliorée pour augmenter la production laitière et la promotion de l'aviculture dans différentes régions du pays.
En ce qui concerne la mise en valeur du palmier dattier, il convient de mettre en exergue que cet arbre, par sa constitution génétique, est celui qui est le mieux adapté aux sécheresses chroniques et salinité des eaux et des sols qui prévalent dans de nombreuses régions de notre pays. Il était donc tout à fait naturel que notre choix se porte sur cette culture de type oasienne. Convaincu de ses intérêts multiples, la promotion de la culture du palmier dattier est devenue une priorité du gouvernement dans le cadre du programme national de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Cette volonté politique s'est traduite par l'extension des zones vénicicoles et la mise en place d'un laboratoire de multiplication in vitro du palmier dattier. Entièrement financé par l'État, ce laboratoire utilise les techniques les plus modernes de biotechnologie végétale basées sur la culture in vitro pour assurer la multiplication en masse et la diffusion rapide des variétés de palmiers dattiers de grande qualité nutritionnelle et de haute valeur marchande tels que Khlas, Barhi et surtout Medjool, qui se distingue sur le plan organoleptique par son goût mielleux et son gros calibre, d'où son appellation de reine des dattes. Grâce à sa capacité actuelle de production des plants dattiers in vitro, le défi de l'indisponibilité des plants dattiers est désormais révolu sur le plan national. À présent, le laboratoire de culture ambitionne de renforcer ses capacités pour passer à la production à grande échelle de type industriel, avec un objectif de production annuelle de 10 000 vitroplants de palmiers dattiers. Si ce projet pilote de culture in vitro a bénéficié d'un cadre institutionnel national favorable à son développement, il doit aussi sa réussite à la persévérance et à la détermination de l'équipe scientifique dans le transfert technologique. Le chef de l'État a lancé un appel à l'action aux décideurs politiques, au secteur privé, au grand public, à la société civile et aux organismes des Nations Unies. On écoute la seconde partie du numéro 1 djiboutien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'élevage pastoral a quant à lui et de tout temps constitué une des activités principales de notre pays, notamment en milieu rural. Afin d'augmenter les disponibilités en produits laitiers, le ministère chargé de l'élevage, en collaboration avec la FAO, a mis en place un programme d'amélioration de la production et de la conservation génétique animale. Grâce à l'amélioration génétique, la conservation et l'utilisation durable de races de chèvres actuellement de 226 têtes d'une génération hybride ayant une production de plus de 1,5 litre par chèvre et par jour contre 0,5 par jour et par chèvre de race locale. À terme, l'objectif est d'atteindre 1500 éleveurs avec une capacité de 100 000 chèvres de laitières locales hybrides et une production pouvant atteindre 51 litres par jour et par éleveur, avec une production laitière jusqu'à 3 litres par jour et par chèvre. En plus de la promotion de la culture du palmier dattier et la productivité de l'élevage laitier, nous œuvrons pour le développement de l'élevage de poulets qui se pratique de plus en plus dans les villages et les zones périurbaines, ce qui constitue une source de protéines et de revenus pour de nombreuses familles. Le monde peut atteindre cet objectif ambitieux de faim zéro si l'ensemble des pays et les différents secteurs professionnels investissent durablement dans le secteur de l'agriculture. La faim n'est pas une fatalité, mais elle est le résultat d'un faible investissement dans l'agriculture, notamment vivrière, et du manque d'accès à l'alimentation des personnes pauvres. Le gouvernement prend une part prépondérante au développement du secteur primaire, notamment
en prenant en charge la réalisation et le fonctionnement des forages et l'accès à l'eau gratuitement pour les éleveurs et les agriculteurs du pays, en fournissant des embarcations et des équipements de pêche aux pêcheurs des zones côtières, en fournissant gracieusement les intrants agricoles aux agriculteurs et éleveurs. J'invite donc les investisseurs nationaux et étrangers à se joindre à notre effort pour la promotion du secteur privé dans notre pays. Par ailleurs, notre pays continue de donner une priorité absolue à l'éradication de la faim par l'appui direct aux personnes sous-alimentées à travers différents programmes tels que l'octroi de coupons alimentaires et l'ouverture des cantines scolaires dans les écoles rurales. Pour conclure mes propos, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé sans relâche pour l'organisation et la réussite de cette journée mondiale de l'alimentation. Je remercie également la FAO, l'UNICEF et le PAM, qui sont les partenaires précieux de la République de Djibouti dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire, ainsi que l'heureux propriétaire de cette magnifique exploitation dans laquelle nous célébrons cette journée mondiale de l'alimentation. Je vous remercie de votre attention. Dans son discours prononcé en Somalie, le président Guelleh a mis l'accent sur la nécessité d'aller de l'avant dans l'exploitation des ressources halieutiques abondantes dont dispose notre pays, mais aussi de trouver des solutions durables à une agriculture vivrière qui fait face actuellement aux aléas climatiques causés par les réchauffements planétaires. Et ceci pour garantir l'avenir de nos générations futures en termes d'autosuffisance alimentaire. On sait que la faim constitue l'un des défis majeurs auxquels est confronté le monde aujourd'hui en ce qui concerne notre pays. Dieu merci, il n'a pas été recensé jusqu'à aujourd'hui des personnes décédées à cause de la famine. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue les effets de la sous-alimentation de nombreuses personnes, dont principalement les enfants. Il est important donc de disposer et de ramener des éléments de réponse à ceux qui sont affectés par la malnutrition. Il est de notre devoir, pour ce qui nous concerne, le gouvernement mettra en œuvre afin de réduire de manière significative les effets de la malnutrition. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture met en œuvre des programmes adaptés. À noter donc que le milieu dont nous vivons est un milieu très auspice qui a des potentialités en exploitation dans les domaines agricoles très faibles. Ces efforts ne doivent pas se réduire à ceux du gouvernement, raison pour laquelle j'invite donc le secteur privé de prendre part et à y investir dans le développement du secteur agroalimentaire. Fin de citation. muddadii uu kan caadigii ku dhalayay ee 10 sannadoodna tuka yar uu ku dhalay waxaad ka doonaysaa ee kale anigu ma garanay halka kolka aan soo gaarsiinay hawsha kale waxa la dadweynaha leh inta danaynaysa leh inta aqli leh baa leh inta caruurtooda ka naxaysa leh inta doonaysa dalka inay hore u mariyaan baa leh intaas oo dhan baa leh marka hawsha intaan galayno sida aan anaguna u tusayno higsigeenu inuu yahay inaa wadankan laga saaro kuwa gaajadu ay hayso waanan ku gaarina dadaalna waan ku gaarina insha Allah taala. Après son allocution, le président Guelleh s'est dirigé vers les stands érigés à cette occasion où les produits locaux ont été exhibés. Il s'agit essentiellement des produits de la terre, ce qui démontre qu'avec de la volonté, beaucoup d'ardeur, un peu d'eau, nos terres arables peuvent être des terres qui nourrissent. أبوك
bulshada ku baraaruja markastaba bulshooyna ku booriya afu bulshada ku baraaruja markastaba bulshooyna ku booriya uga beerto waxaad beerataan kala soo baxdaan baahida ku jira uga beerto waxaad beerataan kala soo baxdaan baahida ku jira berigaa la yidhi waa baadho waxba kama baxaan been bay yahay been bay yahay waa baadho waxba kama baxaan been bay yahay berigaa la yidhi waa baadho waxba kama baxaan been bay yahay been bay yahay waa baadho waxba kama baxaan been bay yahay وعدني وحي لقى بير تمر سري باروي لقى بير وشيبو معاه وعدني وحي لقى بير تمر سري باروي لقى بير وشيبو معاه وعدني وحي لقى بير تمر سري باروي لقى بير وشيبو معاه وعدني وحي لقى بير تمر سري باروي لقى بير وشيبو معاه يبقى هيو ولك لك تمر أدلة يبحي كيف بلاهيو بريكا كتمي عدل يبحي كيف بلاهيو بريكا كتمي عدل يبحي بندقي تميت وياني هو وليالو يرى حدود بلالا وياني هو وليالو دعوة مداها صوب حيالي هو وليالو Par la suite, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Élevage, Mohamed Ahmed Awale, et le représentant de la FAO ont paraphé aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, un accord portant sur le projet dénommé TCB. Ce projet, à hauteur de 440 000 $, vise à développer la culture du palmier dattier en République du Djibouti. L'objectif de ce projet vise à renforcer la capacité de production du laboratoire in vitro, ainsi atteindre la production de 10 000 palmiers dattiers par an. Le chef de l'État, Ismaël Marguil, a reçu aujourd'hui, en milieu d'après-midi, le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires politiques, Madame Rosémarie Di Carlo, qui effectue ces jours-ci une tournée dans les pays de la région. L'état d'échange et de collaboration entre la République du Djibouti et le système des Nations Unies a été abordé au cours de la rencontre. L'audience servit surtout à la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les affaires politiques à remercier le président Guelleh pour le précieux concours qu'il apporte à la communauté internationale dans la régulation de nombreuses crises, notamment humanitaires, qui secouent régulièrement cette partie du monde. Les Nations Unies n'auront de cesse d'apporter leur appui à la République du Djibouti dans sa quête légitime à nouer avec un développement durable. C'est ce qu'a déclaré Mme Rosémarie Di Carlo à la presse nationale à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, qui a pris part à cette rencontre, s'est lui aussi exprimé au micro de la presse. Il a indiqué que la présence parmi nous aujourd'hui de l'intérêt permanent que portent les Nations Unies pour notre pays. Les Nations Unies ont un rôle prépondérant, aussi bien en matière de sécurité et de paix qu'en matière de développement. Le rôle de notre organisation onusienne est aujourd'hui réaffirmé par la présence forte de la deuxième personnalité du secrétariat des Nations Unies. Le président de la République a apprécié le message que Mme Rosémarie
Di Carlo porté du secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui porte, comme je le disais, une attention toute particulière à cette région, dans laquelle maintenant il y a cette nouvelle dynamique qui est en train de se développer, une dynamique de paix, une dynamique de rapprochement entre les pays, et surtout, je crois que les Nations Unies, qui ont beaucoup fait dans cette région pour la paix, la sécurité et le développement, ne pouvaient pas être, je dirais, en marge de tout ce processus. Et sa présence aujourd'hui à Djibouti, hier à Addis Abeba et dans les pays de la région, cette présence témoigne de l'intérêt que les Nations Unies ont et surtout de leur engagement à poursuivre et accompagner tout ce processus qui est en train de se mettre en place dans notre région, processus très positif et très rassurant pour l'avenir de la Corne de l'Afrique. Je vous remercie. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président, Mohamed Ali Hamad, participe depuis le 14 octobre aux travaux de la 139e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui s'est ouverte officiellement ce dimanche 14 octobre à Genève en Suisse. Les assises de l'UIP regroupent plus de 1300 parlementaires et collaborateurs parlementaires du monde entier. Les travaux vont durer jusqu'au 18 octobre à Genève. Le thème de ces assises va porter sur le rôle primordial des parlements dans la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation et du changement technologique. Tous les organes statuaires, notamment le conseil directeur, les commissions permanentes, le comité des droits de l'homme, des parlementaires, le comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, le forum des femmes parlementaires et le forum des jeunes parlementaires de l'UIP vont échanger durant les assises de Genève. Retour à Djibouti, où le ministre djiboutien du Travail a reçu son homologue somalilandais, Madame Jama Hirsi, qui est en visite de travail de 2 jours dans notre pays. La ministre de la Somaliland, accompagnée d'une forte délégation, a été introduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, et du représentant de Djibouti en Somaliland, Hussein Abdullahi Kawalié, et le chargé d'affaires du Somaliland à Djibouti, Abdel Fattah Saïd. Lors de cet entretien, la ministre de la Somaliland a indiqué que cette visite va renforcer les relations dans les différents domaines, en l'occurrence la promotion de la femme, la formation professionnelle et les affaires sociales. Elle a indiqué que cette rencontre a pour objectif d'explorer les horizons en vue de bénéficier de l'expérience djiboutienne dans les secteurs du travail et le voies et moyens de promouvoir les actions sociales et la promotion de la femme. De son côté, le ministre djiboutien du Travail, Hassan Idriss Amlié, a indiqué que son département ne ménagera aucun effort à apporter l'expérience de notre pays dans le domaine du travail et de la réforme de l'administration. Fin de citation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé aujourd'hui en compagnie de la secrétaire d'État chargée aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, à la remise des clés de 10 logements construits par les anciens élèves du lycée industriel et commercial, le LIC, qui ont organisé un coopératif des métiers dans le secteur du bâtiment. Ça se passait ce matin au cité Nassib. Le directeur général de la Fondation IOG Droit au Logement, Mohamed Ali, et le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, et plusieurs autres responsables du MENFOP ont assisté à la cérémonie des travaux, des fins des travaux. Avant de procéder à la remise symbolique des clés, le ministre et sa collègue des Affaires sociales ont visité les logements et ont constaté de visu la qualité du travail effectué par les jeunes qui ont travaillé par ailleurs sous l'encadrement et la supervision de l'inspecteur du génie civil, Ibrahim Ismail, et 2 conseillers pédagogiques et des formateurs. De la filière ainsi que les conseils pédagogiques. Donc ce programme initié par le président de la République et mis en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, touche à sa fin. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous avons remis les clés à la Fondation IOG, donc droit au logement. Donc la deuxième phase qui commence, la phase appui complète du ministère se termine, mais nous gardons toujours un œil sur la coopérative qui va s'envoler de ses propres ailes avec, grâce à la Fondation IOG, avoir ses propres contrats de travail. Donc ils ont pu montrer aujourd'hui par ce premier bilan qu'ils étaient capables de construire des logements de A à Z, mais clé en main. Donc c'est une fierté pour nous, pour la direction générale de la formation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci au ministre de l'Éducation, merci à la Fondation et merci au président de la République.
Notre pays a été touché par une pluie intermittente, conséquence de la tempête cyclonique dit Luban, qui a touché sévèrement les côtes ouest du Yémen et particulièrement la province de Mahara. Selon les prévisions météorologiques, des averses orageuses isolées risquent de nous toucher ce soir. La tempête cyclonique s'est dirigée vers l'île de Socotra. Selon nos services météorologiques, le ciel restera nuageux sur l'ensemble du territoire. Possibilité de quelques foyers orageux sur les reliefs de l'intérieur en fin de nuit et en début de matinée demain, occasionnant de pluies matinales sur les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est au nord-ouest de manière faible et modérée. La visibilité sera donc bonne et la mer sera peu agitée. De là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec la Somalie avec ces frappes de drones américaines qui ont coûté la vie à 60 combattants de Shabab. À peu près 60 personnes. D'après le commandement militaire américain Ali pour l'Afrique, l'Africom, la frappe aérienne a tué donc des terroristes. Objectif des États-Unis et de ses alliés d'empêcher les Shabab de s'installer là où ils peuvent pour trouver ainsi refuge. Chassés depuis mi-janvier donc 2011 de Mogadiscio, puis de leurs principaux bastions, les Shabab ont jugé la perte du gouvernement somalien. L'administration du nouveau président américain Donald Trump a promis d'intensifier son implication militaire dans la lutte contre le terrorisme en Somalie. Et nous enchaînons avec l'Éthiopie où le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été félicité par ses pairs du monde entier pour la parité totale dans son gouvernement. Et oui Ali, depuis hier mardi 16 octobre, l'Éthiopie est devenue le deuxième pays africain après le Rwanda à faire partie de la parité totale 50-50, une réalité irréfutable de l'histoire du continent. Le nouvel exécutif éthiopien est en effet composé de 10 femmes et 10 hommes. Cette parité se traduit même dans le portefeuille jugé important à l'image du ministère de la Défense confié à Aïcha Mohamed qui devient la première femme éthiopienne à diriger ce département hautement symbolique. Cette nomination n'a pas laissé indifférent des institutions internationales pour l'Union africaine par exemple. C'est un pas important vers l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Cette décision a été aussi favorablement accueillie au-delà des frontières africaines. D'autres pays semblent déjà être impatients de travailler avec cette équipe qui est le premier gouvernement de l'histoire de l'Éthiopie à respecter cette parité des genres. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.